d'opposition, il n'y a pas de possibilité de séparer, en tout cas chez l'homme, ce qui relèverait du purement naturel de ce qui relèverait du purement culturel. Ça veut dire que nature et culture sont entremêlées de façon inextricable, au point que quelqu'un qui s'appelle Lévi-Strauss, que vous connaissez, mais il dit on ne peut pas dire où commence la nature, ni où s'arrête la culture, ni saisir les mécanismes de leur interaction. C'est pourquoi on ne dit pas il y a une nature qui s'opposerait à une culture, mais que les deux s'entremêlent pour former cette réalité complexe, multidimensionnelle, qui est appelée l'homme. Si on devait faire l'illustration, le tableau est là, vous avez les feutres. Les différentes déclinaisons qui existent dans la nature, parce que ce soit la nature ou bien la culture, ce sont des mots valises, des termes polysémiques. Pour expliquer à un apprenant, un élève qui est en train de nous suivre, qui est en classe de terminale, quelle différence peut-on avoir entre la nature et la culture et les similitudes via une illustration? Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, la différence, elle est liée au fait que, comme nous l'avons dit, tout ce qui porte la marque du naturel, nous avons dit, tout ce qui porte la marque naturelle relève de deux attributs essentiels. Le premier attribut, c'est celui de l'innéité, et le deuxième attribut, c'est celui de l'universalité. Et donc, quand nous avons dit que tout ce qui est naturel est universel, est inné et universel, nous avons dit, globalement, pour faire la différence, on va montrer que tout ce qui tient du culturel portera cette fois-ci non pas l'attribut de l'innéité, mais l'attribut de ce qui relève de l'acquisition, mais également non pas l'attribut de l'universalité, mais de ce qui relève simplement du relatif. Ce qui permet donc de montrer très clairement, comme nous l'avons dit ici avec quelqu'un qui s'appelle Edgar Morin. Edgar Morin, qui est un penseur français, un sociologue, un anthropologue et un philosophe, il dit par exemple ceci, que la culture se transmet, se retransmet d'une génération à l'autre, par l'éducation. Et si vous faites attention au terme qui est employé lui-même, il dit la nature se transmet, mais il ajoute se retransmet. Quelle est la différence, la nuance ici, entre transmettre et se retransmettre? Oui, mais ça veut dire simplement que c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et ça veut dire que quand il dit elle se transmet, se retransmet d'une génération à l'autre par l'éducation, mais ça veut dire que la culture, elle s'invente, elle se réinvente de façon permanente et qu'elle n'est jamais figée. C'est pourquoi elle va porter les attributs du relatif. Alors que nous avons dit que tout ce qui porte le caractère du naturel est frappé par l'inné et est frappé par l'universel. C'est pourquoi ici il dit que la nature, elle se conserve de façon identique et se transmet par hérédité biologique. À la notion d'hérédité ici, s'opposerait la notion d'acquisition. Parce que ce qui est culturel relève de l'apprentissage à travers le processus d'éducation, à travers le processus de socialisation. Après l'élucidation des notions, que ce soit la nature et la culture, ou bien vous avez quelque chose à ajouter? Oui, sauf que, parce que ça, il faudrait le nuancer avec ce que nous avons retenu tout à l'heure de quelqu'un qui s'appelle Claude Lévi-Strauss. Parce que quand nous avons dit que tout ce qui est culturel est acquis, est relatif, varie d'une société à une autre, il trouve lui une exception. L'exception qui est trouvée par Claude Lévi-Strauss, c'est ce qui s'appelle la prohibition de l'inceste. Qui est générale. Oui, voilà, la prohibition de l'inceste, donc qui appartient au domaine, qui appartiendrait ici au domaine de la culture, donc qui serait frappée de la relativité, alors qu'en réalité, elle est présente à l'intérieur de toutes les sociétés. Donc c'est la seule règle qui, tout en étant une règle devant porter les habits du relatif, mais prend une forme universelle, parce que justement, l'inceste est prohibé à l'instar de toutes les sociétés humaines. Sauf que, on pourra ajouter que la personne sur laquelle porte l'inceste, maintenant, elle va varier d'une société à une autre. Pour faire une récapitulation, le naturel, c'est ce qui est inné et universel. Le culturel, c'est ce qui est acquis et relatif. À l'exception, signalée par Claude Lévi-Strauss, de la prohibition de l'inceste, que l'on trouve dans toutes les sociétés. Parce que quand ça appartient au domaine du culturel, ça devrait porter la marque de
du relatif, mais il dit cette règle-là, elle est universelle parce qu'elle est présente dans toutes les sociétés. Nous avons ajouté que, avec la nuance importante que, quand bien même cette prohibition de l'inceste, elle est présente dans toutes les sociétés, la personne sur laquelle porte l'interdiction, elle varie d'une société et d'un système de parenté à un autre. Par exemple, moi, Sérère, je ne peux pas épouser la fille au frère de mon père. Parce que dans le système de parenté sérère, la fille du frère de mon père est ma sœur. Vous allez dans un autre système de parenté tel que chez les Alpulaar, elle n'est pas ma sœur, elle est la cousine et donc je peux parfaitement l'épouser. C'est pourquoi la personne sur laquelle porte la prohibition, elle varie d'une société à une autre, quand bien même c'est une règle, mais qui porte l'attribut de l'universel. Après la première partie qui consiste l'élucidation nationale, passons à l'état de nature. De l'état de nature, c'est quoi un état de nature? L'état de nature, il faudrait d'abord comprendre qu'il ne correspond pas à une réalité historique. Parce que c'est une hypothèse. Ce sont des hypothèses. C'est une hypothèse. Qui n'existent pas. Enfin, oui, une hypothèse, ça veut dire un outil de recherche méthodologique. Exactement. Qui est développé par des penseurs du politique, qui réfléchissent à la question, mais quelle est l'origine et quels sont les fondements de la vie collective. Et à la question, quelle est l'origine et quels sont les fondements de la vie collective, ils se disent, écoutez, ce qui est très clair, c'est que vous et moi, nous vivons aujourd'hui dans des sociétés organisées, balisées par des normes et par des valeurs, mais ils disent, il y a fort à parier que nous n'avons pas toujours vécu ainsi. Et à la question, comment les hommes vivaient-ils avant l'avènement du règne social et culturel, ils disent, admettons, supposons que les hommes auraient vécu dans un état qu'ils appellent un état de nature. Et quels sont les écrivains qui ont conceptualisé ces états de nature? Oui, ils sont nombreux. Il y a John Locke, il y a Grotius, il y a Pufendorf, il y a Rousseau, il y a Hobbes. Mais principalement, on se focalise dans le cadre du programme sur Rousseau et sur Hobbes. Oui. Et Rousseau, il dit lui-même, je le cite, l'état de nature n'existe pas, n'a jamais existé et peut-être n'existera jamais. Mais il ajoute, nous avons cependant besoin d'une telle hypothèse pour comprendre comment les hommes sont passés de la nature à la culture et nous ajouterons de l'animalité à l'humanité. Et quelle est la thèse de Rousseau? La thèse de Rousseau, lui, il dit dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il dit très clairement qu'au fond, l'état de nature est ce cadre préhistorique dans lequel l'homme aura vécu, mais il précise que dans ce cadre préhistorique, la condition humaine, pour le dire, était plus proche ou plus redevable de l'animalité que de l'humanité proprement dite. Parce qu'il dit, écoutez, comment se présente l'homme à l'état naturel? Réponse de Rousseau, il était un animal stupide et borné. Je mets entre guillemets. Quand il dit que l'homme à cet état-là était un animal stupide et borné, il dit ne projeter aucun des éléments de la vie actuelle sociale de l'homme dans sa condition quand il est à l'état de nature. Ça veut dire quoi? Que l'état de nature correspond à ce qu'un commentateur de Rousseau, Jean Staubinski, appelle l'état de la transparence et de l'innocence. Ça veut dire, entre guillemets, c'est l'homme tel qu'il était quand il sortait des mains de Dieu avant qu'il ne reçoive les métamorphoses et les changements qui lui seront plus tard infligés, mais par la culture. Donc, selon Rousseau, l'homme est naturellement bon. Oui, l'homme... L'innocence. Oui, il est naturellement bon. Pourquoi il est naturellement bon? Parce que les catégories de méchanceté ne pourront naître, mais que de la vie collective, dans laquelle l'homme sera en compétition, en rivalité avec son semblable. Là, il est susceptible de devenir mauvais. Mais Rousseau n'a jamais écrit cette phrase. Ça veut dire qu'elle est conforme à sa façon de penser. Oui. Mais aucun texte de Rousseau, passé en revue toute l'œuvre de Rousseau, vous ne verrez pas cette phrase-là, mais clamée par tout le monde. L'homme est naturel. Et c'est la société qui est l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Cette phrase n'est pas de Rousseau. Elle n'existe pas dans le corpus théorique de Rousseau. Ça, c'est important à préciser. Oui, c'est important. Parce que les élèves, souvent, ils vous le Mettre citent. ça L'homme, entre ils mettent ça guillemets. entre guillemets. Oui. Et il faut prendre la peine de leur dire, écoutez, ce n'est pas une phrase de Rousseau, quand bien même elle est très rousseauiste, quand bien même elle est très conforme à sa façon de penser. Et Rousseau, vous avez bien fait de le montrer, il dit, écoutez, ne confondez jamais l'homme naturel à ce qu'il appelle l'homme de l'homme. L'homme de l'homme, c'est l'homme tel qu'il s'est fait lui-même. Oui. Alors que l'homme naturel, entre guillemets, c'est l'homme avant qu'il n'ait subi le processus de socialisation. Et c'est pourquoi Rousseau dit, j'ouvre les guillemets, dans le discours que j'ai cité, ô homme, de quelque contrée que tu sois, voici ton histoire, telle que j'ai cru la lire, non pas dans les livres de tes semblables qui sont menteurs, mais dans le livre de la nature qui, elle, ne ment jamais. Tout ce qui sera d'elle, de cette nature, sera vrai, et il n'y aura de faux que ce que j'y aurais ajouté moi-même sans le vouloir. En résumé, pour résumer ces citations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très clairement que l'homme